C'est pas bien d'être nazi. J'avais pas d'idée d'intro, j'ai pas de costume The Boys, j'ai rien, donc voilà, on va dire ça. Oh, great. Cool. Totally. 1, 2, 3, hit it! We just need to keep our shit together a little bit longer. Yeah, you guys go ahead. You guys go ahead. I'm good. All right, hands in the air, like you just don't care. Kill. Et yo tout le monde, ici je suis tout seul de retour après quelques temps, après une grosse absence niveau critique car j'avais sorti ma mini-série Avengers, et puis il y a eu la rentrée, et puis il y a le Covid, du coup il y a moins de sorties, de sorties ciné, séries, etc. Donc il n'y a pas grand chose. Et puis je viens de rentrer à l'université, du coup j'ai moins le temps de faire des vidéos, donc vous aurez, je l'avais déjà dit précédemment, vous n'aurez pas beaucoup de vidéos en général. Donc voilà, je reviens pour une critique que je tenais énormément à faire, la critique de la saison 2 de The Boys. Déjà, sachez, déjà vous avez certainement vu mon... déjà, je vous invite à vous rediriger vers mon avis sur la saison 1 qui est en vidéo également. La saison 1 de The Boys, j'ai trouvé que c'était une très bonne saison, une bonne série qui se démarquait bien, qui changeait bien les bases, qui cassait les codes, qui se foutait bien de la gueule de la société, des industries, de Disney aussi, des films de super-héros de maintenant, etc. Et qui était à la fois fidèle aux comics, mais pas en allant si loin que le comics, car le comics va extrêmement loin et va parfois trop loin. Alors que la série, elle, savait où s'arrêter par rapport aux comics et se moderniser par rapport aux comics également, en respectant les modes actuels. Donc voilà, la saison pour moi c'était une saison très sympathique, mais j'avais pas trouvé ça incroyable. Le final était sympa, il y avait un petit twist, et on était sur quelque chose de très politique, mais pas si grand spectacle que ça. J'avais bien aimé la saison, mais j'avais pas trouvé ça incroyable, surtout que la même année on avait la première saison de Doom Patrol que j'ai trouvé meilleure que la première saison de The Boys. Et on a eu Watchmen qui était une série extraordinaire. Alors la saison 2, pour moi la saison 2 c'était savoir si j'allais vraiment adorer la série, vraiment adorer, vraiment me dire c'est une de mes séries préférées, vraiment une série que je kiffe regarder à chaque fois. Ou est-ce que je vais trouver ça sympa sans plus malgré tout, alors que je suis un grand fan de l'univers des super-héros. Eh bien, la saison 2 j'ai pris mon pied. J'ai adoré, j'ai trouvé ça excellent, magistral, j'ai pris mon pied total, c'était trop bien, je ne peux plus attendre, je veux voir la saison 3 tout de suite, tout simplement. Donc déjà on va commencer par le mode, la distribution de la série. En fait Amazon Prime, c'est un choix des producteurs, et c'est pour ça que je dis bravo aux producteurs et Amazon Prime d'avoir accepté. Les producteurs, Eric Kripke, le créateur de la série, et autres, tous ceux qui s'occupent de la série, c'est eux qui ont voulu que cette saison 2 soit diffusée de manière hebdomadaire. Parce que la saison 1 était diffusée en mode big watching, on a eu toute la saison d'un coup, alors qu'hebdomadaire c'est un épisode par semaine. Et moi j'ai toujours été plus fan du mode hebdomadaire parce que j'ai un peu grandi avec ça. Toutes les séries de l'époque, et même les grandes séries, les séries qui nous restent en tête en général, ce sont des séries hebdomadaires. Toutes les séries cultes, Vikings, Sons of Anarchy, Game of Thrones, Walking Dead, toutes les grandes séries pour moi en général sont des séries hebdomadaires. Vraiment une fois par semaine, ou après on savoure les épisodes. On les consomme pas comme des longs films, et donc on dit pas allez au suivant. The Boys, j'ai savouré chaque épisode. Chaque fois qu'un épisode se terminait, je regardais les scènes, j'analysais, je reprenais mon pied devant les scènes, je regardais la qualité des effets spéciaux de chaque épisode, je vérifiais bien, je regardais les références aux comics, je regardais les théories pour la suite, je m'informais sur les comics pour savoir qu'est-ce qui pourrait se passer après. Et donc voilà, pour moi j'adore la méthode, le parti pris hebdomadaire. Surtout pour des adaptations, parce que quand c'est sur des séries qui sont adaptées de rien du tout, complètement originales, c'est compliqué de faire des théories à mon sens, alors que The Boys ça provient d'un comics. Mais The Boys prend en plus énormément de liberté avec les comics. Du coup, on peut se dire, ça va peut-être suivre cette direction des comics, ou peut-être ça va prendre tout l'inverse, etc., etc. Donc j'adore le format hebdomadaire car on savoure chaque épisode. Ces épisodes, on les savoure, on les revisionne. Vraiment, pour moi, on profite vraiment du temps que la production a mis pour faire tous ces épisodes avec ce budget. Et on prend notre temps à les savourer pendant une semaine en attendant le suivant.
Et vraiment ça c'est quelque chose que j'aime bien. Après, je ne suis pas contre le binge watching. Il y a des séries qui sont faites pour le binge watching, des séries où on peut pas théoriser à la fin. Par exemple, Narcos, c'est de l'histoire vraie. Ça sert à rien pour moi d'en faire une série hebdomadaire, hein, car c'est une histoire vraie. Il n'y a pas de théorie à faire. On a juste à attendre la suite de l'histoire vraie, tout simplement. Là où The Boys pour moi ça convient parfaitement au binge watching, et je pensais, au départ j'avais peur parce que j'étais content d'avoir toute la saison 1 d'un coup. Alors que là on a eu les 3 premiers épisodes et ensuite ça a été une fois par semaine, mais au final j'avais peur de m'ennuyer, de me dire ah non j'en veux plus, mais au final j'ai savouré ces semaines d'attente et franchement j'ai adoré ça, j'ai adoré cette méthode, et je pense que si la saison 2 avait été diffusée d'un coup, je pense que je suis sûr que je l'aurais moins apprécié que là actuellement. Ça j'en suis à peu près sûr, même si je pense que je l'aurais préféré la saison 1, et je pense que si je l'avais eu en binge watching, j'aurais trouvé certains moments des épisodes mous et lents. Alors que moi, je vais être tout à fait honnête, je vois des critiques là, mais je vais être tout à fait honnête, j'ai trouvé cette saison excellemment rythmée. J'ai trouvé tous les épisodes intéressants, j'en ai trouvé aucun d'ennuyeux, c'était vraiment magistral, j'ai trouvé ça parfait au niveau du rythme. Et en général, au niveau du rythme, j'ai tendance à beaucoup gueuler, donc moi j'aime pas quand je m'emmerde devant une série, donc là, j'ai trouvé ça divertissant, popcorn, fun, et à la fois dramatique avec des évolutions de personnages. Pour moi, c'était une excellente saison. Et voilà, je vous conseille bien sûr d'aller voir cette saison sans hésiter. Le Homelander est encore mieux qu'avant. Billy Butcher aussi est incroyable. On a un nouveau personnage, le Stormfront, qui est excellent. Il y a quelques personnages qui ont des arcs un peu moins bons, comme The Deep, Train, etc. Mais après, les The Boys qui étaient moins intéressants en saison 1 sont bien plus intéressants en saison 2 qu'en saison 1. Les Seven, on a des persos comme Maeve qui sont plus développés qu'en saison 1. On a de nouveaux acteurs qui débarquent, comme Giancarlo Esposito, qui est un acteur génialissime, qui avait fait un caméo en saison 1 et qui débarque là dans cette saison 2, il déchire tout. Il y a plus de backstory, les scènes d'action sont encore meilleures, les effets spéciaux sont encore meilleurs, le budget est encore plus conséquent. Franchement, The Boys saison 2, foncez, c'est incroyable. Et maintenant, on spoil. Donc, ce que j'ai adoré avec cette saison 2, c'est qu'il y a énormément de références aux comics et qu'on est vraiment sur des scènes complètement déjantées. Par exemple, le premier épisode avec cette scène d'intro, ce qu'il faut savoir que du coup, dans cette saison, les The Boys ont créé leur propre super vilain en leur donnant du composé V, du coup. Et donc, on avait cette magnifique scène d'intro où Black Noir avait tué le super terroriste, qui était assez fun, assez gore comme on les aime. Et puis, l'intro, les funérailles de Translucide, c'était magique. Translucide, le gars dans la saison 1 c'était un pervers, on découvre qu'il avait un fils, donc au final au lieu de le rendre attachant ça le rend encore plus pervers en fait, au final. Et là on a sa tombe et on sait qu'il est, comme Translucide c'est un perso invisible, sa tombe on sait qu'il n'y a rien dedans parce que lui il est mort explosé, il était pas invisible quand il était mort explosé, donc on sait que sur son cercueil il est même pas dedans, et ils font genre qu'il est mort transparent comme ça on peut pas le voir, ça aussi c'était drôle. Homelander qui fait genre que c'était son frère, son meilleur ami, que c'était un grand héros, et puis Starlight qui fait une chanson d'hommage, ça aussi ça m'avait tué de rire, surtout que Translucide aussi faisait partie des super-héros qui étaient un peu tordus sexuellement envers Stargirl. Donc vraiment les funérailles de Translucide c'était giga drôle, et en plus quand les membres des Seven sont interviewés, on voit que les sous-titres apparaissent avant qu'ils parlent, pour nous dire à quel point tout est scénarisé. En fait, tous les funérailles sont scénarisés. Et ça, j'ai adoré ça avec des t-shirts en hommage à Translucide. Et ça aussi, déjà, ça répond déjà, dès le début de la série, ça répond déjà à une problématique très intéressante. C'est que, on utilise la mort des personnes pour faire des figurines, pour faire de la promotion, du marketing, avec des t-shirts translucides, des jouets translucides. On augmente les ventes sur Translucide parce qu'il est mort. Ça me fait penser un peu à certaines personnes pendant le décès de Chadwick Boseman qui faisaient la promotion des Funko Pop de Black Panther et autres. Je trouvais ça extrêmement déplacé. Donc ça m'a fait un peu penser à ça, mais dans le cas de Translucide, c'est extrêmement drôle vu qu'on sait que c'était un connard et qui méritait tout ce qui lui est arrivé, mais ça répond du coup à cette problématique vraiment assez tordue de l'humanité en général. Comme la scène d'intro qui répondait au fait que les Américains créent leurs propres terroristes, en un sens avec leur politique, du coup avec les Seven qui ont créé leurs terroristes et Vogt qui ont créé leurs super terroristes.
Et puis j'ai vraiment adoré ensuite la suite avec Starlight et Yui. On voit le parallèle entre les deux, vraiment t'as vraiment ce parallèle très intéressant, vu que t'as l'un qui est recherché par les autorités et t'as l'autre qui se cache parce qu'elle est célèbre. Donc j'ai adoré ce parallèle là qui les relie à la fois, vu que Starlight et Yui c'est un couple assez intéressant et qui a toujours très bien marché dans la série. Et puis on a aussi dans cet épisode 1 on avait aussi le petit caméo habituel de Seth Rogen, producteur de la série, avec là aussi ça m'a fait penser à Black Panther également, parce que du coup Translucide est mort et du coup ils savent pas comment ils vont faire pour la suite de ces films à Translucide. Et ben dans le film d'après il sera invisible tout le long. Du coup ça m'a un peu fait penser aussi là tristement à Chadwick Boseman maintenant, parce qu'on se demande comment Marvel va s'occuper de Black Panther 2 actuellement, donc oui, ça me fait penser à des trucs tristes, mais dans la série c'est drôle en fait. C'est ça que j'ai trouvé très paradoxal d'ailleurs du coup. Et on a aussi ce côté un peu Joss Whedon que je vais revenir, vu qu'on a eu on voit à quel point les médias trompent les gens avec cette reconstitution de la mort de Stillwell tué par Butcher, alors que non, Butcher n'a jamais tué Stillwell, c'est Homelander qui a tué Stillwell. Et donc on voit à quel point les Américains influencent le peuple pour qu'ils détestent telle et telle personne. Donc il y avait aussi ce message de influencer le pays, de la presque radicaliser, ça on y reviendra encore après. Etc. Et aussi le message de l'handicap. On voit que Vogt c'est vraiment une entreprise qui joue sur la mode. Par exemple, les Seven étaient tous blancs. Il y a E-Train qui a rejoint l'équipe parce qu'il était noir et c'était la mode de faire la diversité. Et dans cet épisode, tu as Stormfront qui est très aimée des réseaux sociaux, qui est blanche, qui est une femme qui est très aimée des réseaux sociaux, qui a l'air d'être très libre, vraiment très communauté, alors qu'au final pas du tout. Au fil de la série, on verra que pas du tout, mais c'est vraiment pour ça qu'elle a rejoint S7, parce qu'elle avait ce côté lié aux jeunes, vraiment à la mode, à l'actualité. Et il y avait aussi la séquence où on voulait que le nouveau membre des Seven soit Blind Spot, qui est une parodie de Daredevil, qui n'existe pas dans les comics, c'est une parodie créée par la série, qui est un personnage asiatique, amérindien a priori quand on voit son visage, et qui est du coup aveugle, et qui a dû donc des sens développés comme Daredevil. Et donc on voit à quel point Vogt joue avec la mode. On va engager un handicapé, on va le mettre chez Seven, on va engager une femme, on va le mettre dans les Seven, on va mettre un noir, on va le mettre dans les Seven. Vraiment à quel point Vogt, c'est un peu comme le cinéma actuellement, le cinéma où les Oscars même, où c'est tellement forcé. C'est tellement forcé comment ils veulent mettre un noir dans un film, comment Disney rajoute un petit perso homosexuel, mais on le montre pas trop être homosexuel parce que c'est pour enfants et genre c'est pas bien d'être homosexuel à l'âge là. Tu vois, ce côté forcé qu'on ajoute à la diversité et autres, et ben on a exactement la même chose avec The Boys, avec Vogt qui rajoute de la diversité vraiment de manière avec des grosses pattes d'éléphant quoi. Et d'ailleurs la séquence était assez horrible d'ailleurs, quand Homelander a écrabouillé ses oreilles, du coup le gars est maintenant aveugle et peut-être sourd à vie du coup. Donc voilà, voir à quel point Homelander lui il s'en bat les reins, lui il veut des membres forts, il veut pas un handicapé, lui Homelander en fait, ce qui est drôle c'est que Homelander et Stormfront du coup sont complètement opposés à Vogt en termes de vocation, vu que Vogt ils veulent tout faire pour que ça, ils veulent faire tout ce qui peut faire fonctionner l'entreprise au niveau du marketing, que ce soit la diversité, le féminisme, etc. Là où Homelander et Stormfront ils veulent que de la suprématie blanche presque. Stormfront elle veut que de la suprématie blanche, elle veut pas des lesbiennes, elle veut pas des noirs, elle veut pas des chinois, elle veut rien du tout, elle veut que des blancs suprêmes. Alors que Homelander lui il veut pas des faibles, il veut que des membres forts. Et c'est tout ce qu'il veut. Donc j'aime bien aussi cette opposition entre Homelander et son travail en fait. Donc il y avait aussi ça qui marchait très bien. Donc voilà, il y avait tous ces messages là extrêmement intéressants dans l'épisode 1 qui marchaient déjà très bien. Et puis on avait aussi la parodie à l'église du collectif qui a introduit, on a du coup The Deep qui rencontre Eagle the Archer. Et Eagle the Archer c'est une parodie de Hawkman et Hawkeye dans les comics. Là où dans la série c'est juste une parodie de Hawkeye et de Green Arrow, vu qu'il a pas ses ailes de comics, vu qu'il vole dans les comics. Et il fait partie des Payback, une parodie des Avengers qui sera en saison 3 d'ailleurs. Donc ça c'était clairement une parodie à Tom Cruise qui avait fait partie d'une espèce d'église de scientologie. Et ça c'est une parodie à cela du coup. C'est ces espèces de sectes qui essayent de remettre leurs patients dans le droit chemin, et donc on avait ça avec The Deep également du coup. Et puis on a eu l'épisode 2 que j'ai trouvé moyen. C'est le seul épisode de cette saison que j'ai trouvé beauf.
dans le sens où j'ai adoré tous les épisodes sauf celui-là. Celui-là, j'ai pas trouvé très intéressant, dans le sens où ok, on apprend ce qui est arrivé à Butcher pendant le premier épisode, et ça c'était plutôt sympa, mais c'était pas forcément très intéressant. D'ailleurs, vous avez un court métrage sur Billy Butcher qui est disponible sur Amazon Prime et sur YouTube, où vous pouvez voir ce qu'il a fait. Vous pouvez voir d'autres scènes supplémentaires de ce qu'il a fait pendant l'épisode 1 d'ailleurs. Vu que le showrunner pensait que c'était pas, ça nuirait au rythme de l'épisode 2. Mais l'épisode 2 en soi, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Franchement, c'était surtout l'épisode avec Kenji, le frère de... Ouais, il s'appelle Kenji. Le frère de Kimiko qui n'existe pas dans les comics, et donc les The Boys veulent essayer de le choper, etc. Et puis on le découvre, et puis c'est... Là, c'était pas très intéressant, je trouvais, là où l'épisode 3... Là où l'épisode 3, pourquoi j'ai mis film ? Là où l'épisode 3 déchire avec le final, où du coup on découvre que Stormfront est raciste, elle bute Kenji et autres, on a la vengeance de Kimiko qui commence à arriver, et la révélation de Vogt qui crée les super-héros, vu qu'il faut savoir que dans l'univers de The Boys, il y a des super-héros qui sont comme des religions, qui sont vénérés, alors que là du coup on apprend que tous ces super-héros proviennent d'expérience en fait. Par contre, ça c'est l'une des quelques déceptions, c'est que on a l'air d'être dans une conséquence extrêmement énorme, du coup... Mais au final, c'est pas traité les conséquences ont pas l'air d'être très conséquentes, on va dire, par la suite de la série. Donc c'est assez dommage. Après, à la fois, pour moi, ça montre aussi à quel point le personnage de Edgar, le patron de Vogt, est un personnage extrêmement intelligent qui a réussi à faire calmer ce bruit-là par rapport à Stormfront qui a sauvé des vies à la fin de l'épisode. Du coup, et là aussi, ça me fait un peu penser aux violences policières à la fin de l'épisode, parce que du coup, ils disent que Kenji, qui était un super terroriste chinois, du coup, vu que c'est le frère de Kimiko, du coup, donc on est aussi dans le message de l'immigration, genre les immigrants c'est pas bien, arrêtez, il faut interdire l'immigration parce qu'il peut y avoir des super terroristes parmi tous ces immigrants, les Chinois, les Arabes et autres. Donc il y a tout ce message du racisme et de l'immigration et des terroristes en général. Donc il y a tout ce message là de blanc, on va dire. En plus aussi, ça m'a aussi fait penser à la violence policière en général, à tous les assassinats qui sont considérés comme des accidents de combat, qui ont été tués par d'autres personnes, là avec Stormfront qui a tué tous ces noirs, parce que du coup Stormfront n'a tué que des noirs dans le combat entre Kimiko, Kenji et elle, parce qu'elle est raciste, et du coup tout est mis dans le dos de Kenji et pas de Stormfront, du coup. Donc ça fait penser à toutes ces personnes assassinées qu'on dit que ce sont des accidents, c'était des accidents quotidiens et autres, ils se sont fait tuer par quelqu'un d'autre, etc. Et comme les policiers qui mettent tout à leur avantage alors que c'est eux qui ont tué tous ces innocents. Donc ça m'a un peu fait penser à tout ça également. Ensuite on a eu l'épisode 4 qui était un épisode très calme que j'ai vraiment aimé. D'ailleurs on a la backstory de Mother's Milk que j'y reviendrai après qui est vraiment à fond là-dedans également, le racisme sur les noirs par rapport à son père. À la femme qui se rappelle de Stormfront quand elle était Liberty, du coup, dans les comics, dans la série. Mais après, l'épisode 4, on était vraiment dans l'épisode du marketing, déjà. Bon, bien sûr, il y a Stormfront qui est utilisé comme un objet marketing parce qu'elle viole les règles, on va dire. Elle dit, mais pourquoi vous parlez comme ça des femmes, etc. Elle est presque, on dirait qu'elle est hors de Vogt, alors qu'en fait, elle respecte leurs idées, c'est juste qu'elle fait genre qu'elle veut briser les règles, qu'elle est un peu dans le mouvement MeToo, on va dire. Donc ça, il y avait ce côté-là, le fait qu'ils veulent remplacer E-Train, vu que Train se réveille et sort de son coma dans la série, mais ses problèmes de cœur font que les Seven veulent le virer, et donc ils veulent le confier à Shockwave, qui deviendra le nouvel E-Train. Du coup, on joue avec donc on refuse d'avoir des personnages faibles. Il faut toujours avoir des personnalités fortes dans le marketing, sinon ta société peut couler, peut perdre de l'argent avec quelqu'un comme E-Train, du coup. Et donc on est aussi dans le côté tout le monde est remplaçable, malheureusement. A-Train est remplaçable, il suffit de mettre Shockwave et c'est bon, le tour est joué. Donc on a aussi ce côté-là de tout le monde est remplaçable, malheureusement dans les sociétés, dans les entreprises. Il n'y a pas de place pour les émotions, pour tout cela. On remplace, si quelqu'un n'arrive pas, on le remplace, tout simplement. Comme The Deep, d'ailleurs, The Deep qui doit choisir une femme pour faire la promotion de sa rédemption, du coup, vu que The Deep a violé Starlight en saison 1 et du coup Starlight l'avait dit publiquement, du coup The Deep n'est plus un membre des Seven et donc The Deep essaye d'être en rédemption et donc avec l'église du collectif il va sortir de sa dépression et donc se choisir une femme qui va pouvoir lui permettre de redorer son image en fait. Donc on est vraiment dans l'utilisation de personnes qui sont remplaçables, qu'on peut choisir et autres. Donc on est vraiment dans le côté de tout le monde est remplaçable, tout le monde peut être choisi. Tout n'est que marketing du coup.
Donc voilà, ça c'est donc on a aussi ce côté-là dans l'épisode 4 par exemple qui était un très bon épisode. L'épisode 5 que j'ai beaucoup aimé également, l'épisode 5. Start the fire. If there's